Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, vous écoutez Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Aujourd'hui, on va parler un peu plus commercial. J'ai la chance de recevoir Eric. Salut Eric. Hello, bonjour. Merci pour ta participation au podcast Banous. Avec toi, on va parler négociation commerciale. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Eric Mabilon, alors moi je suis Head of Sales chez Enricher. Je vous rassure, si vous ne connaissez pas, c'est normal. On est une jeune société, on a à peine 2 ans et on travaille dans le monde de la data pour aider les marchands à proposer les bons produits au bon prix à leurs clients. Ok. Alors ça fera peut-être l'objet un jour d'un autre épisode parce que c'est le sujet est, on va dire, assez vaste, mais on n'est pas là pour ça. Non. Nous, on se parle pour parler négociation. Est-ce que, avant de rentrer dans le pur technique, est-ce que tu peux me délimiter cette notion de négociation ? Oui. Alors, parce qu'en plus, très souvent, c'est un terme qui fait peur. C'est c'est même une phase particulière dans le CRM. On a mis l'opportunité dans négociation. Et en fait, non, il faut la démystifier. En fait, la négociation, on peut même revenir à l'étymologie du mot, c'est comment trouver un agrément qui soit bénéfice mutuel. Donc, c'est une phase qui est très positive parce qu'elle s'inscrit dans la volonté des deux parties de vouloir avancer ensemble pour justement réaliser ce projet. Alors, justement, ça fait peur, etc. Est-ce qu'on a différentes phases durant les négociations ? Est-ce qu'on a différents types de négociations ? En faisant des recherches, en fait, avant de te recevoir, je voyais sur Internet, il y a la recherche du terrain d'entente à tout prix, il y a le côté, on va dire, un petit peu plus virulent, etc. Enfin, comment on fait pour... est-ce que tu as différentes typologies de négociation en tête ? Oui, j'irais surtout, avant même de les catégoriser, ce qui importe, c'est surtout de préparer. En plus, après, décider de la manière dont la catégorise, mais avant de céder à la panique du « Oh mon Dieu, on va rentrer dans cette phase de négociation, je ne sais pas du coup, de toute façon, la seule catégorie que je connais, c'est ça va être dur et ils vont demander beaucoup. » Non. Ce qui est primordial, en fait, c'est d'avoir étudié le marchand qu'on veut servir, le client qu'on s'apprête à servir. Dans un contexte vraiment commercial, vente d'un produit, d'un service. Le travail préparatoire, il va être de se dire, OK, quelle est la valeur que j'ai construite durant tout mon cycle de vente avec ce marchand ? Parce que c'est ça, en fait, que je vais mettre en opposition face à mon prix lorsque je vais entrer dans cette phase de négociation. Donc, il est capital pour déterminer quel type de négociation on va avoir avec le client, de s'assurer qu'on a bien déjà construit des éléments de valeur qui sont reconnus par le prospect qu'on a en face de nous. Ça, c'est de la relation de personne morale à personne morale. Après, il y a un autre enjeu qui est encore plus important sur cette préparation, c'est face à qui on va être. Est-ce que c'est l'interlocuteur avec lequel j'ai l'habitude d'échanger ? Est-ce que c'est un interlocuteur avec qui je suis en confiance, avec qui on a peut-être des traits de personnalité en commun ? Et ça, c'est important de le préparer. Parce que ça va être sur ces éléments-là que la négociation va se produire. Typiquement, je me permets de te couper. Quand tu dis préparer, dans les faits, c'est quoi ? Je prends une feuille A4 et j'écris les traits de personnalité de mon interlocuteur. Qu'est-ce que je fais en pratique ? Alors, j'ai même 2 feuilles A4. La première feuille A4, c'est quelle est la situation à date, quelle est l'actuel état du prospect que j'ai. Alors, tout simple, on va sur Google, je tape le nom de la société, je clique sur l'onglet Actualité, c'est très bien fait. Et on regarde, est-ce qu'il y a une actualité récente du dernier jour ? Quels sont ces derniers enjeux ? Ça permet de comprendre aussi s'il y a des états de tension qui existent chez le client et qu'on va peut-être pouvoir potentiellement utiliser dans la négociation. Ça peut être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Mais ça permet aussi de comprendre, de sentir le contexte. Après, ça, c'est le contexte à date.
pour rembobiner en arrière, et là, on regarde dans le CRM, toujours sur la première page, on va lister, OK, quelles sont les interactions que j'ai eues avec quel département, où est-ce que j'ai créé de la valeur? Est-ce que j'ai senti que j'avais créé de la valeur? Est-ce qu'ils ont senti que j'ai créé de la valeur? Et ça, on doit le lister. C'est-à-dire, je suis en train de vendre une solution technologique, je suis en train de vendre un logiciel justement pour aider à optimiser par exemple le flux produit Google Shopping. Comment je m'assure que cette valeur a été perçue? Ça, c'est déterminant parce que là, au moment de présenter le prix, il faut justement que la personne en face se dise « Ah, moi, je suis content de payer ce prix-là parce que j'ai senti que ça apportait quelque chose. » Donc ça, on est sur la première feuille. Regrouper ces éléments-là, et ça doit pas... Il ne faut pas non plus s'en rendre malade. L'objectif, c'est certainement pas d'écrire un dictionnaire. L'objectif, c'est d'avoir des éléments factuels sur lesquels s'appuyer lorsqu'on va rentrer dans cette discussion humaine émotionnelle. Et là, on commence la deuxième feuille. La deuxième feuille, c'est avec qui je parle. Premier point à savoir, est-ce que j'ai parlé avec une seule personne dans cette société ou est-ce que moi j'ai parlé avec plusieurs personnes? Si vous avez, j'ai une expression, c'est c'est Spock is a spook, c'est single point of contact. Et si vous avez qu'un seul contact, c'est un fantôme, ça ne marchera pas, c'est pas suffisant. Quand on rentre en phase de négociation, ce qui est important, c'est au moins de s'assurer que potentiellement on va avoir le support de plusieurs personnes en face, côté client. Donc ça, c'est important. On commence en deuxième feuille de dire qui me connaît, avec qui j'ai déjà des bonnes ententes cordiales, j'ai eu des relations intéressantes, qui même est venu vers moi pour m'en demander un peu plus, pour creuser un peu plus, parce que potentiellement, ces gens-là, ça va être des gens qu'on va pouvoir utiliser, capitaliser dessus au moment de pouvoir avancer dans cette phase de négociation. Une fois que ça c'est autant d'éléments qui, du coup, mentalement, vont vous rassurer sur la légitimité de trouver un deal avec ce client, avec ce prospect. Et le fait de venir préparer, le fait d'avoir ces deux feuilles-là, vous prépare mentalement et du coup, vous met en confiance. Et ça, c'est le deuxième point, mais ça ne s'écrit pas sur une feuille, mais c'est une forme aussi de préparation qui n'est pas neutre. C'est d'arriver dans cette fameuse phase de négociation. Au moment où le prospect dit « Ouais, moi, ça me plaît bien. Bon, allez, il faut qu'on parle le prix. On se parle mardi matin. » Le fait d'avoir fait ce travail-là, ça permet mentalement d'arriver en confiance, de dire « Je sais la valeur que j'apporte. Donc, dans ma tonalité, dans mon attitude, dans ma posture, je suis en confiance parce que je sais qu'on va arriver sur un bon deal. » Parce que j'ai déjà démontré la valeur que je voulais apporter. Alors ça, quand tu me l'expliques, je le comprends et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je dirais c'est presque dans le meilleur des cas, en fait. C'est-à-dire que là, tu m'expliques une situation où les planètes s'alignent totalement et on déroule son argumentaire, son positionnement, etc. Oui. Dans les faits, c'est un peu plus dur et notamment, et en plus, toi, tu bosses pas dans la grande distribution, mais quand même, tu touches à ces secteurs-là. Voisin, oui, tout à fait. Et ils sont ultra durs en négociation et ça se passe jamais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un rapport de force qui se crée immédiatement. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en jeu. Alors oui, mais il faut vraiment pas il faut pas sous-estimer ces éléments de préparation-là. Il n'y a rien de pire, justement, que... on va pas citer Sun Tzu, l'art de la guerre, mais une bataille se gagne avant... Voilà. Mais cette préparation, en fait, elle est essentielle parce que, surtout quand vous vous retrouvez face à un acheteur dans ce métier, lui, par contre, il va avoir face à là. Lui, il va regarder deux choses. Il va dire, OK, on a vraiment besoin de bosser avec eux. Il y a vraiment un truc qui fait sens. Et est-ce que cette personne en face de moi, mine de rien, sur un aspect émotionnel, je peux appuyer sur elle pour en tirer le meilleur prix? Parce que c'est son métier. Le fait d'avoir fait ce travail préparatoire-là, le fait de s'être mis en confiance mentalement, ça permet en fait d'avoir une posture qui montre déjà que la discussion va être un peu plus virulente. OK. Je me mets en situation, j'ai tous ces éléments, pas de problème, j'ai tout mappé, je sais sur qui je peux m'appuyer, j'ai l'organigramme en tête, etc. J'arrive à mon premier rendez-vous. Comment j'aborde ce meeting? C'est-à-dire, je réexpose mon produit, je parle très rapidement du prix. Comment j'organise tout ça? Alors, c'est pour ça que je te rejoins. Il y a plusieurs types de négociations. C'est surtout, il faut avoir conscience de l'intégralité de son cycle de vente et peut-être qu'il n'est pas nécessaire en fait d'officialiser cette phase-là. Si vous avez... Si, par exemple, dans la vente de logiciels ou dans par exemple en B2B, ou d'autres services, vous avez réussi à bâtir une relation de confiance avec un interlocuteur ou avec plusieurs au cours d'une réunion, tout de suite, ce que vous voulez terminer, c'est du coup, c'est quoi le process de décision chez vous? Est-ce que du coup, c'est une réunion c'est un comité collégial, c'est une affectation de budget? Le fait que vous ne soyez pas encore entré dans une phase de négociation, c'est l'occasion de poser ces questions-là pour comprendre comment ça va se passer après. Et voir si il n'y a pas l'opportunité,
par exemple, si les seuils de validation de propositions commerciales sont inférieurs à, je sais pas, 10 000, 20 000 euros, de dire, on peut s'arranger. Peut-être qu'on peut faire justement le passer en 2 fois. Et du coup, ne pas subir ce process de validation contraignant de négociation pour essayer de passer au travers. Le point est, il faut être souple. Le fait que la phase de négociation existe comme étape dans le CRM ne signifie pas qu'elle doit être en permanence marquée, symbolisée aussi face au client. D'accord. Il faut aussi, en tant que sales, tout le temps se dire, est-ce que, avec la qualité de relation que je suis en train de bâtir avec cet interlocuteur, on ne peut pas trouver une solution ensemble pour être affecté sur un budget qui existe? Le fait de se contraindre à dire « Ah là, je suis obligé de passer par cette étape de négociation et je serai obligé de surcharger un peu mes prix de 20% parce que je sais derrière, je dois faire un effort, etc. » Ça coûte énormément mentalement et ça ralentit en plus le cycle, voire même ça démoralise un peu le sales. Non, là pour le coup, je te rejoins dans le sens où si on est sûr de la valeur de son produit, si on arrive à le démontrer, théoriquement, il n'y a pas à faire ça et tout s'enchaîne assez facilement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une négociation se passe mal? Je m'entends, c'est-à-dire... J'ai envoyé mon offre. Je vois que le client, il commence à négocier sur le tarif, à reprendre point par point, etc. Quelle attitude je dois adopter en face d'un comportement qui, jusqu'à présent, était ultra bienveillant, on va dire ça comme ça. Bien sûr. Et au moment où il reçoit finalement le devis avec le prix, parce que c'est un vrai élément qui peut déclencher beaucoup de choses chez son interlocuteur, dire... commencer à sentir une opposition. Alors, et je vais même pousser pour le coup l'exemple, on verra sur ce sujet après, mais c'est d'un seul coup découvrir comment on pousse le devis, il y a un nouvel interlocuteur qui apparaît. Ah, mais non, c'est plus moi qui m'en occupe, c'est un tel qui valide. Et là, en fait, il faut tout de suite se poser la question en fait, de l'intention de la société. Et de revenir justement vers la personne à qui on est en contact, quand on perd la relation avec elle à ce moment-là, de dire, mais attends, je comprends pas, je découvre, je me retrouve à faire la vente entièrement. Ce qui n'a pas de sens. C'est là où il faut dire, mais non, attendez, ça n'a pas de sens parce que vous vous rendez compte que là, vous venez de donner à une personne chez vous juste un prix, il n'a aucune notion de la valeur. Forcément qu'il va être agressif, forcément qu'il va être dans l'opposition et dans le ferraillage. Or, ce qu'on veut, c'est bâtir un accord qui soit au bénéfice mutuel des deux parties. Je suis content d'utiliser votre service, je suis content de me payer du coup pour la mise en place de ce service ou ce produit. Donc, il faut absolument rappeler, surtout ne pas en fait se laisser enfermer dans le process achat du client, parce que justement, lui, son enjeu, c'est de vous isoler pour pouvoir obtenir un meilleur tarif. Donc, vite, rappeler un champion de dire, il ne comprend pas la valeur, j'ai besoin du soutien, et s'assurer surtout de dire, mais là, je vois que je rentre dans un process, mais c'est quoi? Est-ce que la valeur a bien été comprise? Est-ce que vous me défendez même? Est-ce que vous croyez au point de vous asseoir de mon côté et pas en face? Alors, c'est pour ça que je levais le doigt pour te dire que je voulais prendre la parole, parce que tu as employé le terme de champion, on va l'expliciter pour nos auditeurs. En fait, toi, quand tu parles de champion, c'est ton sponsor au sein de la société qui va t'aider, etc. Et ça, c'est essentiel, en fait. Et je me permets juste quelque chose, tu ne l'as pas évoqué, mais je pense que tu le fais naturellement, c'est de comprendre les objectifs. Enfin, si tu l'as dit, mais je vais appuyer ça, parce que c'est extrêmement important, sur quoi ton sponsor ou ton champion est incentivé, en fait, pour déjà comprendre sur quoi il faut aller, finalement. Exactement. Alors, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de pire d'un seul coup perdre la relation avec son champion et de se retrouver abandonner dans les mains d'un acheteur, voire même, lorsque votre champion reçoit le devis, il commence à se tendre. En fait, il faut... Pas de problème, parlons-en. Et c'est là où on rentre justement dans la partie émotionnelle. Il ne faut pas céder tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les moteurs de cette tension-là. Et la question, c'est pas de « Ah, mais qu'est-ce qui t'arrangerait? Moins 20, moins 30 ?» Non. La question, c'est où est-ce que tu me vois? En quoi je te sers pour cette année, pour l'avenir? Où tu m'as vu? Où tu as vu mon service dans la croissance, la performance de ton entreprise? Où tu m'as vu dans le succès de même toi en tant qu'individu? Parce qu'un champion, en fait, c'est quelqu'un qui vous apprécie, déjà humainement. C'est quelqu'un qui aime boire, bien, après la réunion, on ira se boire un café, ou on se fait un petit zoom 10 minutes parce que ça fait du bien de prendre des nouvelles. Mais qui surtout a vu à travers vous un prestataire de confiance qui vient avec quelque chose qui fait sens pour son métier. C'est pour ça que, plus que passer du temps, il est prêt à consacrer de l'argent de la boîte. Par contre, si au moment du devis, on voit qu'il y a un gros delta, ou qu'il est en train de se retendre, on dit, attends, peut-être qu'on s'est pas compris, ou peut-être que le délai est pas bon aussi. Parfois, une non-vente
c'est une bonne vente. Et dans la phase de préparation, il y a une notion qui est importante aussi à avoir, même si elle peut paraître assez dingue. Parfois, c'est préférable de savoir dire non. Même soi-même en tant que prestat. J'ai pas dit qu'il fallait sacrifier tout son pipe. J'ai pas dit que le directeur commercial, moi en tout cas, il va falloir me l'expliquer solidement, que je vais pas dropper des opportunités comme ça. Mais encore une fois, une négociation, c'est trouver un agrément qui soit au bénéfice des deux parties. Si les sacrifices qu'on vous demande sont trop grands ou s'il n'y a pas d'engagement derrière, ça ne sert à rien. Vous allez juste vous taper dans la main avec déjà le sentiment de dire c'est gâché. Donc, le fait de savoir en tête quel est mon seuil en dessous duquel je ne passerai pas, c'est très important dans la posture qu'on va avoir en phase de négociation, phase de discussion. Ouais. Mais ça, en fait, cette phase, c'est extrêmement dur. Parce que pour parler un petit peu de moi, j'ai vécu dans différents... Enfin, j'ai eu la chance de travailler dans différents types de boîtes. De la petite start-up au mastodonte Criteo, LiveRamp, où là, de toute façon, tu as ta griffe tarifaire, tu peux rien faire, mais ton produit il fonctionne tellement bien que ton client y vient. Oui. Et de l'autre côté, la start-up où on essayait de faire rentrer des carrés dans des ronds, et finalement, ça ne fonctionne pas, parce que tu peux pas, tu te reprends en pleine face un boomerang qui est... ton offre, elle n'est pas en adéquation avec les attentes de ton client, oui. Ou alors ton client, il t'a tellement tordu dans tous les sens que tu n'es plus capable de délivrer quelque chose de correct parce qu'il a eu tellement de demandes, etc. Et ça ne sert à rien. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec toi. Ça ne sert à rien de forcer une vente parce que, surtout dans nos métiers digitaux, parce que finalement, la performance, ça se calcule très vite. Tout se calcule très vite, finalement. Et c'est peut-être l'avantage de notre secteur, c'est que nous, on peut très facilement offrir 1 mois d'essai, etc., voire faire des petites opérations tests pour calculer l'incrément, si on est en display, machin. Je reprends mes tics verbaux d'ancienne époque, mais voilà. Pas se focaliser absolument sur la vente, ok. Ouais, et puis, alors, tu as raison, après, quand tu es une grosse structure, c'est pour ça que l'approche dans la négociation est différente par rapport à qui tu es. Tu es une structure, tu es un très beau éditeur de solutions, il y en a des très bien. En effet, la grille est statique. Voilà, c'est comme ça. Et pourquoi ça passe? Il y a un enjeu réputationnel. Pas travailler avec nous, c'est pas grave. J'en ai déjà 10 000 derrière. Ils sont généralement naturellement convaincus. Très souvent, c'est comme ça que ça soit. Bon, quand on est plus petit, c'est plus compliqué. Et en fait, il faut compenser. Et dans la phase de négociation, il y a très vite, ouais, mais moi, attendez, bosser avec vous, je prends un risque. Je dis, OK. Mais mine de rien, déjà, tout travail mérite salaire. Mine de rien, nous, au-delà de cet élément réputationnel, on a déjà démontré qu'on apportait de la valeur. Et après, et c'est là où c'est intéressant justement de dire, de préparer tout de suite aussi, au-delà du prix seuil, OK, à défaut si je lâche un petit peu par là, qu'est-ce que je vais chercher en échange? Et c'est vrai que je devrais le dire, ça devrait être aussi une 3e page à avoir. C'est en fait la liste des contreparties contre ce que je cède. Petite start-up qui commence, bien sûr, elle a besoin de faire rentrer du chiffre. Elle a besoin de faire rentrer, montrer que justement, elle a trouvé quelque chose. Mais avant tout, elle a besoin d'aller chercher la réputation comme les grosses. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de dire, OK, on fait un pari ensemble. Évidemment, tu me payes, parce que sinon, si c'est gratuit, c'est un goodies de salon. Les goodies de salon, ça finit la poubelle quand on sort du salon. Voilà. Donc, ça sert à rien. Non, vous allez payer. Parce que c'est important, vous ressentiez par le prix qu'on apporte de la valeur. Mais surtout, j'accepte de faire un geste parce que derrière, on va faire un deal marketing ensemble, on va se faire un vrai communiqué de presse, on va faire une bonne campagne LinkedIn ensemble, on va se faire un petit dîner avec des copains clients, pas vos copains à vous, parce que ça fonctionne aussi beaucoup par réseau. Et mine de rien, quand vous avez un client, un prospect qui commence, qui est satisfait, après 3 mois, il dit, viens, on invite 2-3 personnes et vous devenez ambassadeur. Ouais. Ça vaut, surtout quand on est une petite boîte, effroyablement cher, en fait. Et ça permet, en fait, d'accélérer même son pipe et surtout sa visibilité et sa réputation. Et dans ce cas-là, dans ce sens-là, c'est une bonne négo. Valider le prix à tout crin, des fois, c'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir. Donc, pour revenir finalement dans cette phase de préparation, c'est vrai que le meilleur conseil que j'ai à vous donner, en tout cas, je me rends compte maintenant que c'est peut-être trop instinctif chez moi, donc mais c'est cette 3e page. Le prix plancher, vraiment en dessous de quoi vous ne voulez pas aller. N'ayez pas honte de cette attitude. Au contraire,
c'est très, très important de savoir s'exprimer, de savoir se justifier, mais de dire ce sera au bénéfice de personne si on travaille ensemble. Et ensuite, d'imaginer des contreparties. Tu fais un geste sur le prix, tu fais un geste sur les licences, ok, on peut s'arranger comme ci, comme ça. Mais de donner des alternatives contre des gestes. Et ça montre aussi que vous avez fait un travail préparatoire, vous êtes quelqu'un de confiance et que vous confirmez la relation de confiance que vous avez bâtie depuis le début. Ok, très clair. Et pareil, là, je te rejoins. Et pour le coup, moi, je vois même à titre pro, je suis très mal à l'aise par rapport à une baisse de prix, en fait. Parce que si mon client ne reconnaît pas en moi une certaine valeur qui correspond à ce tarif-là, c'est soit j'apporte pas autant de valeur que je ne pensais, soit mon prix est mal calibré. Dans ce cas-là, c'est un souci. Mais contrebalancer ça par d'autres actions pour dire ok, je vais parler en points, comme ça je donne pas de tarif, mais un communiqué de presse ensemble, un use case, comme on faisait tout le temps en display, ça vaut 10 points, donc je te vends plus à 100, je te vends à 90, etc. Trouver des alternatives. Et en plus, généralement, les clients sont super enclins parce que, mine de rien, ça leur permet aussi de s'afficher sur le marché, sur... je teste de l'innovation, etc., etc. Et donc, ça peut être un super truc pour tout le monde. Et ayez pas honte de l'écrire. Parce que trop souvent, je vois, ah ouais, j'ai donné 10 points, mais il m'a dit qu'il parlerait de moi. Je dis, non, oui, c'est... ce qu'il t'a dit, ça a autant de valeur que le papier sur lequel c'est écrit. Ah ben justement, dans l'écrit, oui, bon voilà, pas de valeur. Encore une fois, c'est une marque de professionnalisme, quand on est dans cette phase de négociation, de montrer qu'on vient avec des options, pour encore une fois, trouver un agrément qui soit au bénéfice des deux parties, et surtout qu'on le restitue à la fin. On s'est dit que si ça marchait, tu viens à un dîner avec nous en mode ambassadeur et parle à 5 personnes. On va faire un communiqué de presse, c'est une page A4 recto verso avec une photo, on s'est vraiment raconté ça. C'est important en fait de montrer que l'après-négociation a été anticipée et qu'à aucun moment en fait le train il s'arrête là et que pour l'instant on n'a pas prévu la suite de la voie ferrée parce que bon, déjà l'arrivée là c'est déjà pas mal. Non. Le prospect, il a en permanence besoin d'être rassuré sur le fait que vous savez très bien où vous allez l'emmener. Donner de la vision, quoi, et des perspectives. Ok, très clair. Si tu avais 3 ressources, que ce soit des bouquins, des podcasts, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous pour que nos auditeurs progressent dans ce domaine de la négociation? Alors moi, il y a un livre que j'adore. Je suis un peu autiste, en fait, quand je suis pas en présentation. Je vais plutôt parler livre. Il y a un livre que j'ai beaucoup, c'est Selling is Human. Et alors, c'est terrible parce qu'évidemment, j'ai oublié le nom de son auteur. Il y a les Harvard Business Review qui font des livres fantastiques, dont les clés je le recommande. D'ailleurs, il est même disponible chez Relais, enfin dans des librairies. Sur les clés de la négociation et les clés pour convaincre. Il faut vraiment... Ces livres, en fait, ils sont intéressants parce qu'ils vous permettent de toucher du doigt le fait qu'une négociation, c'est entre 2 personnes morales qui va être exécutée entre 2 personnes physiques. Et il y a un énorme enjeu émotionnel. Et il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience de l'image qu'on dégage, conscience de l'image que l'autre personne, et jouer, en fait, sur cet affect-là, qui ne va être efficace que pendant 1h30, 2 heures, le temps de cette conversation, le temps de faire cette étape, et qui pourtant va être crucial sur les 4 années à venir, le temps que vous allez travailler avec cette boîte. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Sinon, et de dire que ça n'existe pas, c'est faux, parce que sinon, on aurait déjà tout automatisé, on s'échangerait des PDF. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien la preuve que cette dimension est hyper importante. Et pour aller dans ton sens, il y a un bouquin, c'est « Ne jamais couper la poire en deux ». Alors pareil, je sais plus qui l'a écrit, mais en tout cas, je sais que je l'ai lu. De toute façon, quoi qu'il arrive, on mettra les liens sur le site banous.com pour ça. Est-ce que tu as d'autres choses? La négociation, alors ça, c'est plus un coup de cœur pour moi, mais je pense que le métier de sales ou le métier de commercial, c'est un super métier. C'est un très, très beau métier, très humain. Il faut vraiment démystifier cet aspect de négociation. Oui, elle est impressionnante parce qu'on a toujours l'impression que ça va être un combat. C'est pas toujours un combat. En effet, il y a des fois où c'est dur parce que des fois, ils n'ont pas le budget en face, parce que des fois, c'est compliqué parce qu'on est très proche du prix plancher versus l'enjeu, etc. Mais on ne peut pas limiter ce métier juste à cette phase-là. Au contraire, c'est tellement plein d'autres choses. Et plus on a préparé avant, mieux on a exécuté la phase d'avant, plus facilement, en fait, la phase de négociation se passe.
Ouais, alors justement, c'est quoi toi je reviens un peu sur le sujet, mais c'est quoi ta petite routine avant un rendez-vous commercial? Est-ce que tu as une petite routine? Ouais, c'est ce qu'on faisait des fois sur des CV. On regarde les centres d'intérêt. Et en fait, ce qui est génial aujourd'hui avec Internet, c'est que vous pouvez voir sur LinkedIn, les gens publient énormément de choses. Et en fait, il n'y a rien de plus délicieux au moins faire l'effort d'aller voir ne serait-ce que la page LinkedIn de la personne, ou voir potentiellement même si un Instagram. Mais peut-être qu'il y a des sujets en fait qui l'intéressent, qui vous intéressent authentiquement aussi. Et rien qu'en small talk pour démarrer, voilà, de parler évidemment de la pluie et du beau temps, de parler évidemment de l'enjeu de la société. Puis, ah oui, tiens, j'ai vu, vous faites ce truc-là. Si vous êtes authentique dans cette démarche, c'est pas forcé. Ça crée un climat de confiance. Et ce climat de confiance, il va être bénéfique parce que d'un seul coup, c'est deux personnes qui disent « Ah tiens, on se ressemble ». Et en effet, ça pourrait être intéressant qu'on réfléchisse à comment on pourrait bosser ensemble. Et ça, c'est ma petite routine, c'est de comprendre qui sont les gens que je vais rencontrer, prendre des éléments, pas pour leur montrer du coup que j'ai compris que c'était, mais juste pour donner une accroche pour qu'ils puissent me parler. Et rien que du coup, de ça, de fait de les mettre en confiance, ça permet de mettre ce climat de confiance en place, de créer les bases d'une relation, d'un dialogue sur lequel je sais que je vais pouvoir capitaliser le moment venu quand on va discuter du prix. Très clair. Merci Eric. Si on a envie de négocier avec toi, sur quel canal il faut te contacter? En tout cas, où est-ce que tu partages de l'info? Est-ce que tu en partages d'ailleurs? Oh non, moi, tu sais, moi, je suis un vieux monsieur, on le voit pas, j'ai 2-3 poils blancs. Non, je suis très, très téléphone quand je suis pas en déjeuner. Je suis très, très, très déjeuner. J'ai mes restaurants fétiches dans Paris pour faire mes déjeuners. Je communique un petit peu sur LinkedIn, pas trop, mais ceux qui me connaissent savent que j'aime bien poster des messages d'encouragement aux amis sales, surtout en fin de quarter, quand ça commence à être un petit peu tendu. Donc voilà, j'envoie plein de bisous et d'affection pour les soutenir parce que je sais que c'est des moments où ça peut être attendu. C'est là où il faut s'accrocher. Mais quand on passe le cut, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Écoute, merci beaucoup. C'est alors, comme d'habitude, hein, on essaie de tenir entre 20 et 30 minutes et on pourrait en reparler pendant des heures. Mais merci d'avoir partagé, je vais y arriver, cette introduction, on va dire, à la négociation, parce que je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Merci à vous de nous avoir écoutés. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire sur la page banous.com de l'épisode. N'oubliez pas également, ça fait vraiment podcast, mais de nous soutenir en likant, en partageant, etc., sur les différentes plateformes. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt. Merci Eric. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.